Sujet à une forte inertie, le secteur de l'immobilier est encore englué dans la crise. Les mises en chantier de logements ont baissé de 20% en Vendée ou en Maine-et-Loire l'an passé. L'attractivité de la Loire-Atlantique lui permet de beaucoup mieux s'en sortir avec plus 19% sur le logement. Mais ce sont les surfaces de locaux qui plombent littéralement les chiffres, moins 31% dans notre département. Ce qui freine, c'est toute cette inflation déjà normative qui ont fait que les coûts de construction ont progressé entre 10 et 20%. C'est aussi les règles du jeu qui changent en permanence sur la fiscalité. Plus généralement, c'est un manque de confiance en l'avenir, donc les gens attendent. Et pendant ce temps-là, les entreprises les plus fragiles ferment ou licencient 5700 personnes l'an passé en Loire-Atlantique. Une situation difficile à vivre aussi pour les dirigeants. Une cellule de soutien a été ouverte par la Fédération du bâtiment. On voit des situations en effet assez problématiques qui peuvent être relativement rapidement dramatiques. On les incite à venir nous voir pour voir les solutions qu'on peut mettre en œuvre avec eux pour sauver ce qui peut être sauvé, mais il ne faut pas tarder. Pour s'en sortir, cette entreprise de peinture et de décoration a dû passer par un dépôt de bilan et réduire sa masse salariale de 83 à 35 salariés en 2013. Mais les budgets des investisseurs sont de plus en plus bas. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez des prix étudiés très bas sur du neuf, par exemple, et on se retrouve avec, en deuxième ou troisième position avec une différence de 20 à 30% par rapport au premier. Pour contrer ses concurrents qui emploient notamment des salariés déplacés de l'étranger, moins chers, Tijoux mise sur la qualité. Un barbu toujours en short, à vélo, un sportif, un mec super, jamais un mot plus haut que l'autre. Une gentillesse, hors norme, quelqu'un de très bien. Toujours en short, qui avait toujours des choses à nous apprendre, c'était vachement quelqu'un de cultivé et il va beaucoup nous manquer. Yvon, c'était quelqu'un qui avait énormément de pêche, qui était souvent en short, vélo, short, qui était très actif. Il travaillait de temps en temps, j'imagine au Black, à Talensac, à faire le marché le matin avec son short en plein hiver. C'était quelqu'un de très gentil qui nous rendait toujours service. Il était toujours près de nous. Il parlait beaucoup avec nous. Quand il était de passage à Nantes, il venait toujours me voir. C'est une figure de Talensac ? Une figure de Talensac, tout à fait. Ça fait 28 ans que je suis là et je l'ai toujours connu. C'était un mécanicien génial, déjà, c'était extraordinaire. Il arrivait à réparer n'importe quel camion, rien qu'en réfléchissant, sans démonter les pièces. Et puis c'était quelqu'un de très, très serviable, très gentil, vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Un mur de branches symbolique devant la préfecture de Nantes, comme ceux qui leur bloquent parfois l'accès à certaines rives de l'Erdre. Le collectif L'Erdre pour tous manifestait ce samedi pour que soient respectées les servitudes de marchepied. Manifestement, dans les rangs du gouvernement, des gens jouent carrément pour le camp d'en face, c'est-à-dire en faveur des riverains, pour que les choses traînent. Je ne sais pas quel est l'objectif, mais si c'est que la loi reste inappliquée, ça ressemble beaucoup à ça. Le camp d'en face, ce sont ces quelques riverains qui, malgré la loi, s'opposent toujours au passage des promeneurs sur leur propriété. En 2014, certains propriétaires de la Chapelle-sur-Erdre ont été condamnés à une astreinte de 100 € par jour pour entravation de grande voirie, mais cela n'a pas suffi. Il y a des riverains à la Chapelle-sur-Erdre qui se sont mis en conformité avec la loi depuis plus de 40 ans. Donc ce ne sont que quelques riverains qui sont concernés par le problème et qui refusent l'application de la loi. Prochaine étape pour le collectif L'Erdre pour tous, le lancement d'une pétition nationale sur Internet. Pourquoi pas lancer un référendum local au niveau départemental? Référendum local pour Notre-Dame-des-Landes? Mais bien sûr. Ouvrons le jeu de la société, permettons que les gens s'expriment, faisons confiance à l'intelligence humaine, au dialogue démocratique, à la démocratie participative. Dans l'âtre de Notre-Dame-des-Landes, quelques mots suffisent à raviver les braises d'un débat déjà brûlant. Pourquoi pas un référendum local, suggère Ségolène Royal. Trop tard, répondent les partisans de l'aéroport. À chaque élection, qu'elle soit locale, nationale ou municipale, les majorités ont conforté ce projet. C'est ça la vraie démocratie. J'ai une lettre du Premier ministre qui s'engage dans des termes extrêmement précis en disant
On attend que le tribunal administratif se soit prononcé sur les recours des circulaires préfectorales et ensuite, si c'est favorable, on démarre les travaux. Il n'y a qu'une ligne, c'est celle-là. Trop tard, c'est aussi l'avis d'une des principales associations d'opposants. Un référendum, selon eux, ne résoudrait rien. Et il y a eu trop de contre-vérités dans ce dossier. Ça ne nous paraît pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la solution pour sortir d'une crise qui n'aurait jamais dû exister si on avait d'abord modifié les conditions de débat public. Plus personne n'y comprend rien parce qu'on a menti tout le temps. Bon, quand on a menti 12 ans, on ne dit pas aux gens « vous êtes pour ou contre le mensonge ?» À la région des Pays de la Loire, les élus écologistes saluent la petite phrase de la ministre, mais souhaitent plutôt une remise à plat totale du projet. Le président Jacques Oxiette, lui, rappelle qu'aujourd'hui, le droit n'autorise pas l'État, maître d'ouvrage, à organiser un référendum en Loire-Atlantique. Molène, Chippy, Facebook ou encore Helmut, ce sont quelques-uns des noms des moutons et boucs qui vont brouter l'herbe de l'école de design. C'est le premier site qu'Éco-Mouton, entreprise d'espace vert de Seine-et-Marne, installe en Loire-Atlantique, le 36e en France. Grâce à cette initiative, plus besoin de tondeuse. Donc on va d'abord, comme vous voyez ici, installer une petite clôture dans laquelle on va placer nos moutons à l'année et ils vont avoir comme rôle d'entretenir le site en permanence. Alors nous avons un berger sur chacun de nos sites qui s'occupe des moutons régulièrement, il vient vérifier leur état sanitaire, il vient faire les petits soins préventifs, curatifs, et qui va changer le nombre de moutons en fonction de l'herbe qu'il y a à manger, tout simplement. Puisque l'idée, c'est d'avoir assez de moutons pour que le terrain soit propre, et que les moutons aient assez à manger pour être en bonne santé. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que on est toujours à se poser la question en termes de management de comment fédérer les salariés d'une entreprise ou fédérer les étudiants ou comment faire vivre une école. C'est comme quoi on a un peu fédéré avec des choses simples et on peut faire du management et fédérer les gens avec des choses extrêmement simples et c'est plutôt réjouissant. Et cette initiative ne devrait pas rester unique à Nantes. D'autres entreprises ont d'ores et déjà opté pour la tonte par broutage. Une solution écologique mais également économique car entretenir ces espaces verts grâce aux moutons s'avère être, selon les sites, 5% moins cher, à 5 fois moins cher que la tondeuse traditionnelle. C'est un nouvel échec. 3 ans après la mort de sa fille, victime d'un chauffard alcoolisé qui roulait à contresens sur la 4 voies, 3 ans après donc, l'ami du chauffard a été relaxé cet après-midi par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire et le père de Charlotte ne cachait pas sa colère. Le tribunal a jugé que dans le comportement de M. Frelon, il n'y avait pas de manquement à une obligation de sécurité et de prudence. Voilà. Donc tout à chacun aura apprécié le fait que s'alcooliser avec un ami jusqu'à une ébriété très avancée et prendre le volant, le laisser prendre le volant, voilà, ce n'est pas manquer de prudence. Et la famille de la victime ne comprend pas ce fossé entre la morale et les textes de loi actuels qui n'ont pas permis d'établir la responsabilité du prévenu. L'avocate de ce dernier insiste d'ailleurs sur l'absence de loi qui prouverait l'homicide involontaire dans ce dossier. Il faut qu'on ait un texte qui prévoit à la fois le fait et la peine. Et pour les faits qui ont été décrits dans cette procédure, aucun texte ne correspondait, donc aucun texte ne permettait la condamnation du prévenu qui a été jugé et relaxé aujourd'hui. La famille espère désormais un recours du parquet auprès de la Cour d'appel de Rennes pour qu'il y ait un nouveau procès et pour tenter de faire évoluer la jurisprudence dans ce domaine. Dans la salle d'attente du docteur Gasser, quelques affiches annoncent la grève, mais dans les faits, il le reconnaît lui-même, le mouvement est très peu suivi. On ne peut pas toujours fermer les cabinets et prendre en otage les patients. Donc surtout, en période de grippe, en période de difficulté, aujourd'hui on l'a vu, tous les hôpitaux étaient en difficulté, je pense que ce n'est pas le bon moment pour refaire des actions de ce type. Mais la mobilisation continue contre le projet de loi santé. Les syndicats estiment que leurs revendications n'ont pas du tout été entendues. Il y a eu un semblant de dialogue. Je crois qu'on s'est fait enfumer 4 groupes de concertation, dont un sur le tiers payant, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Et on a une déclaration de la ministre qui dit « Attendez, moi le tiers payant, je donne un calendrier, fin 2017, le tiers payant sera généralisé ». Au CHU de Nantes, on estime que ce mouvement n'a pas de réelles répercussions sur le service des urgences, mais tout le personnel est appelé à manifester dimanche à Paris. 20 000 personnes sont attendues, 2 jours avant l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. Jusqu'où va monter la mer ce week-end ?
Parce que les curieux étaient déjà nombreux le mois dernier, Pornic s'attend à une nouvelle vague de visiteurs qui auront plusieurs possibilités pour observer la Grande Marée. Vous avez le port de plaisance notamment, où donc avec les pontons, les bateaux vont s'élever de façon plus importante que d'habitude. Et puis je dirais que le spot où il y a plus de monde, c'est derrière moi, le vieux port de Pornic, où là l'eau va monter très très haut, venir jusqu'au bord du port. Ça veut dire que mécaniquement les bateaux sont au-dessus du niveau, donc c'est vraiment très impressionnant dans son ensemble. Comme il y a du beau temps d'annoncer, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. En effet, s'il pleut cette semaine, l'eau pourrait monter davantage. Quoi qu'il en soit, le phénomène naturel sera impressionnant sur toute la côte. Au rayon pêche, les paniers sont de sortie. À 3 jours de la marée du siècle, dans ce magasin spécialisé, les outils de pêche à pied partent comme des petits pains et il y en a pour tous les goûts. On peut pêcher la palourde avec système de petites griffes. Donc, ce qui est autorisé chez nous en Loire-Atlantique, c'est la griffe 3 dents. Avec toute notre gamme de produits, donc on peut pêcher aussi bien de la palourde, de la coque, des huîtres, des moules, des crabes. Sans oublier ces paniers qui indiquent les tailles et les quantités réglementaires pour préserver la ressource. Parce qu'on attend des milliers de pêcheurs ce week-end sur nos côtes. Ce loisir remporte un succès grandissant ces dernières années, mais il n'est pas sans risque. Les pêcheurs les plus aguerris dispensent régulièrement des conseils de prudence aux débutants. 6h15 ce lundi matin. Depuis 2 heures, les syndicats interdisent aux camions d'accéder à la raffinerie de Donges. Une mesure radicale, même si certains transporteurs tentent d'accéder par un autre chemin. L'enjeu, c'est d'obtenir de nouvelles négociations avec les organisations patronales sur des salaires que les routiers estiment trop bas. Quand le salaire du transport il arrive au SMIC, effectivement, c'est pas trop tolérable. Le métier est très pénible, des salariés qui vont jusqu'à 220 heures de travail par mois pour avoir un salaire qui est décent. On se permet de les mettre au SMIC, c'est un petit peu dévalorisant. Un peu plus tard, l'autre accès à la raffinerie est à son tour bloqué. Certains camions se retrouvent coincés sur zone avec des cuves pleines. D'autres transporteurs ne peuvent accéder au site et doivent mettre pied à terre. C'est le cas de Magali, depuis 13 ans sur la route et qui comprend la mobilisation du jour. Quand je suis arrivée dans le métier, j'ai pas oui, en effet, je rêvais complètement, quoi. C'est au boulot, au boulot. On a des heures de chargement, des heures de livraison, on a beaucoup de contraintes. Et c'est fatigant physiquement, mais surtout mentalement. À Bouguenais, c'est la zone aéroportuaire qui est visée. Aucun camion n'entre ni ne sort. Après l'échec des négociations de février, les syndicats sont décidés à ne rien lâcher. Il y a un ras-le-bol général. Aujourd'hui, on a quand même contrairement au mois de janvier, aujourd'hui, les gars sont un peu plus solidaires. Ne lâchez rien, continuez, il faut absolument qu'on avance. Les organisations salariales qui rappellent que la mise en place du crédit impôt compétitivité pourrait permettre de financer les augmentations de salaire. En attendant, la poursuite du mouvement devrait se décider en assemblée générale en fin de journée.